Mon souvenir le plus vif de ce matin-là, ce n'est pas la piqûre du stylo sur le papier, mais le sourire d'Antoine. Un sourire large, presque triomphant, alors que je signais les documents de notre divorce. Il pensait avoir tout gagné, tournant une page qu'il jugeait insignifiante de son existence. Il ne pouvait pas deviner qu'à cet instant précis, en bas de l'immeuble, le rideau se levait sur la pièce maîtresse d'une autre histoire, une histoire dont il ignorait tout. Mon calme, mon silence, il les avait toujours pris pour de la résignation, de la faiblesse. Il ne voyait pas que mes yeux observaient, que mon esprit traçait les lignes d'une vérité plus grande, bien au-delà de ces calculs éphémères. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que la valeur d'un être ne se mesure pas à ce qu'il montre, mais à ce qu'il est, en profondeur. Il a fallu que son monde s'écroule pour que la vérité devienne visible, pour lui comme pour les autres. Ce matin-là, dans le bureau froid de Maître Dubois, n'était pas une fin, mais le prélude inévitable à ce qui devait arriver. Un nouveau souffle. Je m'appelle Sophie. Aujourd'hui, à l'aube de mes 55 ans, je vis une vie apaisée, riche de sens et de rencontres. Mais pour bien comprendre ce chemin, il faut que je vous raconte un jour particulier, un jour gravé en moi comme une cicatrice ancienne mais qui a paradoxalement marqué ma véritable naissance. C'était il y a 5 ans, un matin de janvier. L'air était vif, même à l'intérieur du cabinet de Maître Dubois. Ce n'était pas le froid de la rue qui me glaçait, mais plutôt l'atmosphère pesante de la salle de conférence, réglée à une température bien trop basse pour un début d'année parisien. Une grande table en acajou trônait au centre, son bois sombre reflétant les lumières crues du plafond. Sur cette table, des documents épais, les papiers de notre divorce. Antoine, mon mari de 5 ans, était assis en face de moi. Il portait un costume bleu marine, taillé sur mesure, le genre que je l'avais encouragé à acheter lorsque sa start-up, Astreltech, avait fait son entrée en bourse. Ses cheveux étaient gominés, sa mâchoire carrée. Ses yeux bleus, autrefois si doux, étaient dénués de toute chaleur, remplis d'une triomphante indifférence. À ses côtés, son avocat, Maître Dubois, un homme au regard perçant, et à la limite du manque de respect, Chloé. Chloé. 22 ans. Ambassadrice de marque pour Astreltech. Elle s'accrochait au bras d'Antoine comme un accessoire de mode, mâchait un chewing-gum bruyamment, et jetait parfois sur moi des regards d'ennui supérieur. Antoine, lui, souriait. Un sourire large, sans retenue, qui me glaçait jusqu'aux os. Il avait gagné. Il avait l'entreprise, des millions d'euros, et la jeune maîtresse qui l'attendait. On va en finir avec ça, dit Antoine, vérifiant sa montre Jaeger-LeCoultre, un cadeau que j'avais mis 2 ans à lui offrir pour ses 30 ans. J'ai une réservation au 5 dans 1 heure. Ça n'a pas besoin de durer toute la journée, Sophie. J'ai pris une lente inspiration. Mon cœur battait la chamade, mais je me suis forcé à ne rien laisser paraître. Je n'essaie pas de vous retarder, Antoine, ai-je répondu, ma voix un murmure calme. Je veux juste comprendre la clause concernant la propriété en Provence. Antoine a ricané. Un son court, cinglant. Il s'est penché en avant. Son parfum, une fragrance que j'associais autrefois à la sécurité, me paraissait maintenant écœurant et arrogant. La maison, Sophie, a-t-il dit en riant, un rire cruel. Soyez réaliste. Vous ne pouvez pas vous permettre les taxes foncières d'une telle propriété, et encore moins son entretien. Je vous fais une faveur en vous rachetant votre part. L'accord que Maître Dubois a rédigé est plus que généreux pour quelqu'un qui a si peu contribué. J'ai senti la piqûre des larmes, mais j'ai refusé de les laisser couler. Si peu contribué, ai-je chuchoté. Antoine, j'ai travaillé en double poste au bistrot pendant 4 ans pour que vous puissiez coder dans le garage. J'ai payé les serveurs. J'ai payé les frais de constitution. J'ai édité vos présentations. Travail de secrétariat, intervint Chloé, sans même lever les yeux de son téléphone. Mon assistante fait ça. Ce n'est pas vraiment du travail de PDG, n'est-ce pas? Antoine a ricané, serrant la main de Chloé. Elle a raison, Sophie. Vous étiez parfaite pour la phase de lutte.
Vous êtes une survivante, mais Astrel est une entité mondiale maintenant. J'ai besoin d'une partenaire qui comprend ce monde, qui correspond à l'image. Regardez-vous. Il a fait un geste vague vers ma tenue. Je portais un simple cardigan gris et un pantalon noir. C'était propre, soigné, mais ce n'était pas de créateur. Ce n'était pas Tapa accent grave l'œil. C'était le vêtement d'une femme qui avait passé 5 ans à investir chaque sou dans le rêve de son mari plutôt que dans sa propre garde-robe. Vous êtes de province profonde, Sophie, a dit Antoine, sa voix tombant sur un ton condescendant. Et c'est bien, mais j'ai dépassé la province profonde. Je vous offre une rupture nette, 200 000 €. Prenez-les, signez les papiers, et retournez à ce que vous faites, serveuse, tricot. Maître Dubois a fait glisser le document épais sur la table. C'est une offre non négociable, Madame Martin. Si vous la contestez, nous prolongerons ce litige pendant des années. Compte tenu des ressources de Monsieur Martin et de votre absence de celle-ci, vous risquez de vous ruiner en 6 mois. C'était une menace, pure et simple. J'ai regardé les papiers. 200 000 €. C'était beaucoup d'argent pour certains, mais comparé aux 50 millions d'euros qu'Antoine venait de s'assurer, un argent construit sur le fondement de mon sacrifice, c'était une insulte. C'était de l'argent de silence. J'ai regardé Antoine une dernière fois, cherchant une trace de l'homme qui pleurait dans mes bras quand les investisseurs le rejetaient. L'homme qui jurait que si nous réussissions un jour, nous ferions le tour du monde ensemble. Cet homme était mort. L'homme en face de moi était un étranger consumé par l'avidité et l'ego. D'accord, ai-je dit doucement. Ma voix n'a pas tremblé. Les sourcils d'Antoine se sont levés. Il s'attendait à un combat. Il voulait un combat, peut-être pour valider son récit selon lequel j'étais un fardeau criard et déraisonnable. Mon calme l'a troublé pendant une fraction de seconde. Juste comme ça ? A demandé Antoine, ses yeux se rétrécissant. Juste comme ça, ai-je répondu. Si vous pensez que je vaux si peu, alors je ne veux plus faire partie de votre vie. L'argent n'est pas la raison pour laquelle je suis resté, Antoine. Et ce n'est pas la raison pour laquelle je pars. Épargnez-nous les discours moralisateurs, a marmonné Chloé, posant enfin son téléphone. Signez juste pour qu'on puisse boire du champagne. J'ai pris le stylo. C'était un stylo promotionnel en plastique bon marché du cabinet d'avocat. Il était léger dans ma main. Scratch, scratch, scratch. J'ai signé mon nom, Sophie-Marie Martin. C'était fini. Dès que le stylo s'est levé du papier, l'atmosphère dans la pièce a changé. Antoine a expiré bruyamment, un son de soulagement exagéré, et s'est adossé à sa chaise en cuir, croisant les doigts derrière sa tête. Enfin, a-t-il gémi. Maître Dubois, classez ça immédiatement. Je veux que le jugement de divorce soit finalisé d'ici la fin de la semaine. J'ai une tournée de presse à Dubaï le mois prochain, et je veux y aller en homme célibataire. Considérez que c'est fait, Monsieur Martin, a dit Maître Dubois, ramassant les documents comme s'il s'agissait d'écriture sainte. Antoine s'est levé, boutonnant sa veste. Il m'a regardé, moi qui étais toujours assise, fixant mes mains. Il a ressenti une vague de pitié mêlée de dégoût. J'avais l'air si petite, si vaincue. Écoutez, a dit Antoine, sortant un porte-billets de sa poche et en détachant quelques centaines d'euros. Il les a jetés sur la table devant moi. Ils ont flotté comme des feuilles mortes. Pour un taxi, et peut-être une nouvelle tenue. Vous avez l'air d'aller à un enterrement. Chloé a gloussé, se levant et passant son bras sous celui d'Antoine. Chérie, tu es trop généreux. Elle va probablement dépenser ça en croquettes pour chat. J'ai lentement levé les yeux. Je n'ai pas regardé l'argent. J'ai regardé Antoine directement. Il n'y avait plus de colère dans mes yeux, seulement une indifférence glaçante et vide. Vous pensez vraiment que vous avez tout construit seul, n'est-ce pas, Antoine ? Ai-je demandé doucement. Je sais que oui, a ricané Antoine. J'ai écrit le code. J'ai conclu les affaires. Vous,
vous ne faisiez que garder la cafetière au chaud. Profitez de Dubaï, ai-je dit, en me levant. Je n'ai pas touché l'argent sur la table. J'ai attrapé mon vieux sac en cuir, un cadeau de mon défunt père, et me suis dirigé vers la porte. Oh, je le ferai, a crié Antoine derrière moi. Et Sophie, n'essayez pas de me contacter quand l'argent sera épuisé. Vous avez signé l'accord de non-divulgation. Vous êtes le passé. Restez-y. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai traversé la salle de conférence aux murs de verre, puis le couloir luxueux tapissé d'œuvres d'art abstraites qui coûtaient plus cher que la maison de mes parents, et j'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Mon cœur battait non pas de chagrin, mais d'une étrange libération alimentée par l'adrénaline. Les chaînes étaient brisées. Pendant des années, j'avais joué le rôle de l'épouse de soutien, atténuant ma propre lumière pour qu'Antoine ne se sente pas menacé. J'avais caché mon intelligence, mes connexions, et ma véritable histoire parce qu'Antoine était si peu sûr de ses humbles débuts. Il voulait être le sauveur. Il voulait être l'alpha. Alors, je l'avais laissé faire. Mais il avait brisé le pacte. Il avait confondu mon humilité avec de la faiblesse. L'ascenseur a retenti. Je suis entré. Alors que les portes se fermaient, j'ai vu Antoine et Chloé sortir de la salle de conférence, riant. Célébrant leur victoire. J'ai fermé les yeux et j'ai expiré. Vous n'avez aucune idée, ai-je pensé. Mon histoire avec Antoine a commencé bien avant ce jour glacial. Elle a pris racine un après-midi de printemps, dans un petit café du Marais, à Paris, il y a une dizaine d'années. J'avais 25 ans, et je venais de décider de me forger ma propre voie, loin des attentes de ma famille. Loin du nom Beaumont, loin de la fortune qui m'attendait. Je voulais comprendre le monde par moi-même, être aimé pour qui j'étais, non pour ce que je possédais. C'était une quête naïve, peut-être, mais tellement essentielle pour moi. Je travaillais alors dans une petite librairie indépendante, un lieu charmant où le temps semblait s'arrêter entre les étagères remplies d'histoires anciennes. C'est là qu'Antoine est entré. Il n'était pas l'homme élégant et arrogant du cabinet de Maître Dubois. Non. Il était un jeune homme plein d'énergie, les cheveux en bataille, les yeux pétillants d'idées. Il venait souvent, non pas pour les livres, mais pour le Wi-Fi gratuit et le café noir qu'il sirotait pendant des heures, plongé dans son ordinateur portable. Nous avons commencé à parler, timidement d'abord, puis avec une aisance grandissante. Il m'a raconté son rêve, créer une entreprise technologique, Astrel Tech, qui changerait le monde avec des solutions innovantes. Il parlait avec une telle passion, une telle ferveur, que j'étais captivé. Il avait une vision claire, une détermination farouche, et si peu de moyens. Il se battait seul, avec quelques économies et beaucoup d'idées. Il passait ses nuits à coder dans le petit garage de ses parents, quelque part en banlieue. Moi, je me suis présenté comme Sophie Martin, une jeune femme issue d'un milieu modeste, travaillant pour joindre les deux bouts. C'était une part de vérité, car je mettais un point d'honneur à vivre de mon travail. Je ne lui ai jamais parlé de la Fondation Beaumont, ni des propriétés, ni des investissements. Pas par mensonge malveillant, mais par un besoin viscéral de construire quelque chose de vrai, loin des titres et des fortunes. Antoine semblait sincère dans son admiration pour ma résilience, ma capacité à survivre. Il aimait l'idée que nous étions tous les deux des battants. Nous sommes tombés amoureux. Un amour simple, fait de petits gestes, de soutien mutuel. J'ai travaillé en double poste au bistrot du coin pour l'aider à payer ses frais de serveur, ses dépôts de brevets, le loyer de son petit appartement. Je relisais ses pitchs, je corrigeais ses fautes d'orthographe, je l'écoutais des heures, le réconfortant lorsqu'un investisseur le rejetait. Il me serrait fort, les larmes aux yeux, et me jurait que nous allions conquérir le monde ensemble. Que nous voyagerions, que nous construirions une vie merveilleuse, une fois Astrel Tech lancé. Ces souvenirs sont doux, empreints d'une certaine mélancolie aujourd'hui. Je revoyais le jeune Antoine, les yeux pleins d'étoiles, la main serrant la mienne avec une promesse. Une promesse qui, à l'époque, me semblait aussi solide que les vieilles pierres de Paris. Je croyais en lui, en nous.
Je croyais que son ambition était pure, que notre amour était la fondation de tout. C'était un rêve beau, un peu naïf, mais terriblement réel pour la jeune femme que j'étais. Un rêve qui, lentement, insidieusement, allait se teinter d'ombre. Les années ont passé, et avec elles, Astrel Tech a commencé son ascension. Les nuits dans le garage sont devenues des jours dans des bureaux loués, puis des étages entiers dans un immeuble du quartier de la Défense. La petite start-up d'Antoine, née d'un rêve et de beaucoup de sueur, était devenue une entreprise prometteuse. Les investissements affluaient, les équipes s'agrandissaient. Avec le succès est venue la transformation d'Antoine. Ce n'était pas une métamorphose soudaine, mais une dérive progressive, presque imperceptible au début. Il a acheté une Mercedes classe S, puis a déménagé dans un appartement plus grand, plus moderne, loin de nos anciens quartiers. J'étais toujours à ses côtés, bien sûr. Je l'accompagnais aux soirées de lancement, aux galas de l'industrie, aux dîners d'affaires. Mais je me sentais de plus en plus étrangère à ce monde, et surtout, étrangère à l'homme que devenait Antoine. Son regard, autrefois empli d'une gratitude sincère pour mon soutien, a commencé à se teinter d'une sorte de condescendance. Il me présentait comme son épouse, son pilier émotionnel, mais jamais comme la partenaire intellectuelle, la visionnaire silencieuse qui avait structuré son système de sécurité ou poli ses arguments de vente. Les petites phrases ont commencé à fuser, anodines au début, puis de plus en plus blessantes. Sophie gère si bien la maison, disait-il à ses collègues, elle s'occupe de tout le côté administratif pour que je puisse me concentrer sur l'essentiel. Le côté administratif, c'était les heures passées à organiser ces rendez-vous complexes, à gérer les contrats des premiers employés, à déboguer les bases de données quand nous n'avions pas les moyens d'embaucher. Ces mots résonnaient en moi comme des couteaux, mais je les ravalais. J'avais cru que son succès serait notre succès, notre œuvre commune. Mais il était devenu son succès. Les conversations avec lui sont devenues unilatérales. Il parlait de ses victoires, de ses projets, de ses chiffres. Quand j'essayais de partager une idée ou de poser une question pertinente sur Astrel Tech, il répondait par un sourire indulgent. « Oh mon amour, laisse ça aux techniciens. Tu es bien trop précieuse pour ces détails techniques. » Ou encore, « C'est gentil de ta part de t'intéresser, mais c'est un monde un peu complexe pour toi. » Il ne m'écoutait plus. Il ne me voyait plus comme une égale. Le temps qu'il passait avec moi s'est réduit, prétextant toujours la pression du travail, les exigences de la croissance. Des week-ends entiers passés seuls, tandis qu'il voyageait pour des réunions urgentes. La solitude s'est installée dans nos soirées, dans notre lit. C'est à cette période que Chloé est apparue. D'abord comme une ambassadrice de marque flamboyante, engagée pour donner un visage jeune et moderne à Astrel Tech. Puis, elle a commencé à être omniprésente. Ses photos sur les réseaux sociaux d'Antoine, toujours souriante, toujours proche. Les compliments qu'il lui faisait en public, des éloges qui ne m'étaient plus jamais adressés. Je sentais la glace s'installer, une intuition froide et implacable que quelque chose d'irréparable était en train de se briser. Mon rêve d'un amour pur, à l'abri des paillettes du succès, se fissurait douloureusement. Le silence était devenu mon refuge, mon armure. Plus les phrases d'Antoine devenaient condescendantes, plus les regards de Chloé devenaient suffisants, plus mon cœur se refermait. La blessure était profonde, mais je refusais de la laisser saigner au grand jour. Je ne voulais pas lui donner la satisfaction de me voir souffrir. La découverte de leur liaison fut moins un choc qu'une confirmation. Ce n'était pas une révélation brutale, mais l'aboutissement logique d'une lente dégradation. Un soir, alors qu'Antoine était en voyage d'affaires, j'ai trouvé un message sur son téléphone, oublié sur la table de nuit. Quelques mots. Un nom. Un lieu. Rien de spectaculaire, juste assez pour confirmer ce que je savais déjà. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas confronté Antoine à son retour. Je l'ai regardé, et j'ai vu l'étranger qu'il était devenu. Son visage, autrefois si familier, était désormais un masque d'indifférence. J'ai compris à cet instant que mon combat n'était plus de le récupérer, mais de me récupérer moi-même.
Le temps des illusions était révolu. Il avait brisé le pacte, non pas avec ma fortune, mais avec mon cœur, avec notre histoire. Dès lors, ma vie a basculé dans un mode de planification silencieuse. Chaque geste était prémédité, chaque pas calculé. Je me suis replongé dans les rouages d'Astreltech, non pas pour l'entreprise, mais pour ma propre sécurité. Personne ne se doutait que cette femme au foyer administratif connaissait par cœur chaque ligne de code, chaque protocole de sécurité que j'avais moi-même mis en place au début, quand nous n'avions pas les moyens d'embaucher un directeur technique. J'ai commencé à trier mes affaires dans notre appartement, ce qui était en réalité une opération méticuleuse de récupération de tous les documents que j'avais créés, des brouillons de brevets au schéma d'architecture réseau. Les disques durs externes, les notes manuscrites, les clés d'accès master que je gérais toujours en secret. Tout ce qui prouvait mon implication cruciale, mon intellect, ma contribution irremplaçable à Astreltech, était discrètement mis à l'abri. En parallèle, j'ai pris contact avec mon propre conseil juridique, sans attirer l'attention. Une avocate discrète, spécialisée dans le droit de la famille et les questions patrimoniales. Je ne lui ai pas révélé l'étendue de ma fortune, mais je lui ai demandé de m'éclairer sur mes droits en cas de divorce, sur la protection de mes intérêts, et sur les voies pour garantir une rupture propre, sans drame public. Mon objectif n'était pas de le détruire, mais de me libérer. Le temps était venu de mettre fin à cette mascarade. La décision de divorcer s'est imposée à moi comme une évidence, froide et irréfutable. Je n'avais plus rien à attendre de cet homme, de cette relation. L'amour s'était éteint, dévoré par son ambition et son dédain. J'étais prête. Prête à affronter les jours sombres qui s'annonçaient, avec la certitude que cette fois, je ne serais pas une victime, mais l'architecte silencieuse de ma propre libération. La décision de divorcer étant prise, il ne restait plus qu'à l'exécuter. Antoine, dans sa complaisance, m'a étonnamment facilité la tâche. Il voulait en finir vite, très vite. Il considérait notre mariage comme une entrave à sa nouvelle vie de PDG mondial, une image à effacer, un poids mort à larguer. Sa hâte était palpable, presque obscène. Maître Dubois, son avocat, a rapidement proposé une solution de divorce à l'amiable. Une procédure simplifiée, rapide, sans avoir à sonder les finances de l'un ou l'autre des époux. C'était parfait pour Antoine. Il ne voulait pas que ses nouvelles acquisitions ou ses parts dans Astreltech soient remises en question. Il ne voulait aucune complication, aucun scandale qui pourrait ternir son image de jeune loup de la tech. De toute façon, avait-il dit lors d'une brève discussion téléphonique, sa voix distante, Sophie n'a rien à réclamer. Elle n'a jamais travaillé dans l'entreprise à un poste important. Elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas de fortune personnelle. Pourquoi s'encombrer de procédures lourdes? Juste une petite somme, pour qu'elle puisse se refaire une vie modeste. Ces mots, prononcés avec une telle assurance, me laissaient un goût amer. Il était aveuglé par son propre récit, incapable de voir au-delà de ce qu'il voulait bien croire. Ainsi, Maître Dubois m'a présenté l'accord. Une proposition de 200 000 €, en échange de ma signature et d'une clause stipulant que j'étais pleinement consciente de la situation financière d'Antoine et que j'acceptais cette somme comme dédommagement intégral. C'était ridicule, insultant, compte tenu de la fortune qu'il avait amassée et de ma part invisible dans son succès. Mais pour Antoine, c'était une victoire, la confirmation de ma petitesse. Le jour de la signature, tel que je l'ai décrit au début, était l'apogée de sa suffisance. Il s'attendait à des larmes, à des supplications, à une dernière tentative de ma part pour le retenir. Il voulait ce drame, car il aurait nourri son ego, validé son image d'homme puissant, contraint de se séparer d'une femme faible et exigeante. Mais je n'ai rien fait de tout cela. Mon silence était ma force. Ma main n'a pas tremblé lorsque j'ai signé. Ce n'était pas un acte de défaite, mais de libération. Chaque lettre de mon nom, apposée sur le document, était un pas de plus vers ma liberté. Un adieu à un passé que je laissais derrière moi sans regret. Quand Antoine m'a jeté ses billets, pour un taxi et une nouvelle tenue, l'insulte était claire.
Mais elle n'a fait que confirmer ce que je savais déjà, son cœur était sec, son âme corrompue par l'argent et la vanité. Ces paroles furent les dernières d'un homme qui, sans le savoir, venait de sceller son propre destin. Je suis parti, mon vieux sac en cuir à la main, mon cœur léger. La porte de l'ascenseur se fermant sur leur rire moqueur n'était pas une fin, mais le début. Le début d'une nouvelle vie, où je n'étais plus l'ombre, mais le soleil de mon propre univers. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait, mais une chose était certaine, je n'étais plus l'épouse soumise, la femme de l'ombre. J'étais Sophie. Simplement Sophie. Et cela, c'était déjà suffisant. Le souffle de la liberté m'a enveloppé tandis que je franchissais les lourdes portes du cabinet d'avocat. L'air frais de Paris, si léger après des heures d'enfermement, semblait enfin purifié. Un nouveau chapitre s'ouvrait, un chapitre que j'avais attendu avec une patience infinie et une détermination inébranlable. Je savais que les dés étaient jetés, que la page de mon ancienne vie se tournait, non pas avec regret, mais avec un sentiment de délivrance. Le regard d'Antoine, mêlé de suffisance et de pitié au moment où il m'avait vu quitter la salle, n'était déjà plus qu'un lointain écho. Il croyait avoir gagné, avoir mis un terme définitif à mon existence à ses côtés. Quelque part, il avait raison. Mais il ne s'imaginait pas qu'il venait de libérer un phénix de ses cendres, un phénix qui s'apprêtait à déployer des ailes qu'il n'aurait jamais cru possibles. Alors que je me tenais un instant sur le trottoir, contemplant l'agitation de la ville, une scène digne d'un film a commencé à se dérouler sous mes yeux. Un cortège de voitures de luxe, d'une élégance rare, a ralenti et s'est arrêté juste devant moi. Des Mercedes-Benz Classe S limousines noires, d'une longueur impressionnante, formaient une barrière imposante, comme pour créer un espace privé au milieu du chaos urbain. Puis, au milieu de cette démonstration de puissance discrète, est apparue une Rolls-Royce Phantom, d'un bleu nuit profond, d'une sophistication à couper le souffle. Ce n'était pas juste des voitures, c'était une déclaration. Une déclaration qui annonçait l'arrivée de quelqu'un d'exceptionnel. La porte arrière de la Rolls-Royce s'est ouverte, et de l'intérieur est sortie une femme dont la seule présence irradiait une autorité naturelle. C'était Isabella de Montaigne, l'héritière de l'Empire Montaigne, une figure dont le nom était synonyme de pouvoir et d'influence dans les cercles les plus exclusifs d'Europe. Son regard, d'une intensité rare, a balayé la scène, s'est posé sur moi, et un sourire, d'abord discret, a illuminé son visage. Sans hésitation, elle a traversé la courte distance qui nous séparait, ses pas légers mais décidés. Mes propres émotions étaient un mélange étrange de surprise, de choc et d'une excitation que je m'efforçais de contenir. Je savais que le moment que j'avais redouté, mais aussi secrètement espéré, était arrivé. Elle s'est approchée de moi, ses bras s'ouvrant pour m'enlacer dans une étreinte chaleureuse et sincère. « Sophie » a-t-elle murmuré, sa voix empreinte d'une tendresse que je n'avais pas entendue depuis des années. « Ma chère Sophie. Cela fait trop longtemps. » Le son de mon vrai prénom, prononcé par elle, a résonné en moi comme une cloche, confirmant ce que mon intuition m'avait déjà dit. Le temps de la dissimulation était révolu. J'étais Sophie Beaumont de Valois. Derrière nous, j'ai senti la présence d'Antoine et de Chloé. Leurs murmures se sont tus. Le silence qu'ils laissaient derrière eux était plus éloquent que n'importe quel cri. Un rapide coup d'œil par-dessus l'épaule d'Isabella m'a permis de voir leur visage. Antoine était pâle, les yeux écarquillés d'incrédulité, sa posture de vainqueur effondrée en un instant. Chloé, à ses côtés, semblait figée, un masque de stupéfaction et de peur déformant ses traits habituellement si parfaits. Le choc était palpable, une onde de stupeur qui les submergeait entièrement. Isabella s'est légèrement écartée, mais a gardé une main sur mon bras, comme pour m'ancrer dans cette nouvelle réalité. Elle a tourné son regard vers Antoine, et ses yeux, autrefois emplis de tendresse pour moi, se sont durcis, prenant une expression d'une froideur implacable. « Alors, c'est lui » a-t-elle dit, sa voix basse mais chaque mot résonnant avec une puissance inouïe. « C'est cet homme pour qui tu as renoncé à tout, n'est-ce pas Sophie? Ce n'est donc pas suffisant que tu sois une Beaumont. Il fallait que tu cherches l'amour véritable en cachant ton nom. » Ces paroles ont balayé le masque que je portais depuis si longtemps, révélant la vérité de ma lignée,
la vérité de mon statut. Nous étions une des familles les plus discrètes et les plus fortunées d'Europe, et ma disparition n'avait jamais été un signe de faiblesse, mais une quête personnelle. Antoine, visiblement sous le choc et luttant pour comprendre l'ampleur de la situation, a fait un pas en avant, la main tendue, comme s'il cherchait à s'adresser à Isabella. Mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, deux colosses en costume sombre, les gardes du corps d'Isabella, se sont interposés avec une efficacité redoutable. Ils l'ont bloqué, leurs regards impassibles le défiant de tenter le moindre mouvement. Antoine a reculé, piégé dans sa propre incompréhension, son triomphe éphémère s'effondrant comme un château de cartes. J'ai regardé Isabella, et un calme étrange m'a envahi. La vérité était enfin là, exposée au grand jour, et je me sentais prête. Prête à affronter le monde, prête à être enfin moi-même. La scène qui a suivi le départ d'Isabella et de moi-même a été le prélude à une chute que personne n'aurait pu anticiper, surtout pas Antoine. Dès que notre cortège a tourné le coin de la rue, Isabella a sorti son téléphone, son visage affichant une détermination sans faille. En quelques mots, prononcés avec une clarté glaciale, elle a donné des instructions à son équipe de sécurité et à ses conseillers. Les répercussions ont été immédiates et dévastatrices. Les informations se sont répandues comme une traînée de poudre dans les cercles économiques. Le groupe Montaigne, agissant au nom de la famille Beaumont et en tant que premier partenaire stratégique, a annoncé la rupture de tous ses contrats avec AstralTech. Ce n'était pas une simple annulation, c'était une exécution. En moins d'une heure, le téléphone d'Antoine a commencé à vibrer sans relâche. Des alertes, des appels paniqués de ses directeurs, des courriels urgents ont afflué. AstralTech, cette entreprise qu'il avait inventée et qui, sans ma connaissance, dépendait lourdement des infrastructures et des investissements de nos familles, était en train de s'effondrer. Les serveurs, qui hébergeaient l'intégralité de leurs opérations, ont été subitement coupés. Plus de sites web, plus d'accès aux bases de données clients, plus de communication interne. C'était la paralysie totale. L'entreprise, autrefois le joyau de la couronne d'Antoine, était désormais un corps sans âme, gisant au bord du gouffre, asphyxié. Pendant ce temps, assise dans un salon feutré avec le duc de Ventadour, dégustant tranquillement un thé d'Argeling, mon téléphone a sonné. Le numéro d'Antoine s'est affiché. J'ai pris une lente inspiration, puis j'ai décroché, la voix calme et posée. Oui Antoine. Son ton, habituellement si arrogant, était maintenant rempli d'une panique palpable, d'une imploration désespérée. Sophie, s'il te plaît, c'est une erreur. Ils ont coupé les serveurs. Je n'ai plus rien. Le code du système, tu dois l'avoir. Il faut que tu m'aides, s'il te plaît. Sa voix se brisait, la détresse de l'homme qui avait tout perdu résonnait à travers le combiné. Un sourire léger, presque imperceptible, a effleuré mes lèvres. Le code, Antoine, ai-je demandé, ma voix douce mais chaque mot ciselé. Ah oui, le code. Ce n'est qu'une simple tâche administrative, n'est-ce pas? Comme tu disais si bien, tu es un dirigeant, un CEO matériel, et je ne suis qu'une femme qui s'occupait des détails administratifs de ton entreprise. Pourquoi aurais-je un code aussi important pour un homme de ta trempe? Je l'ai entendu haleter de l'autre côté, les mots lui manquant. La leçon était amère, mais nécessaire. Je ne peux pas t'aider, Antoine. Ce n'est pas mon travail. J'ai mis fin à l'appel, le duc de Ventadour me regardant avec une curiosité discrète. Quelques instants plus tard, une autre vague de malheur s'est abattue sur Antoine. Des véhicules aux allures officielles, portant le logo de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, ont fait irruption devant les bureaux d'AstralTech. Des agents en costume, le visage grave, ont investi les lieux, menant des interrogatoires, saisissant des documents, et scellé les portes. Des rumeurs de malversation, de financement douteux, de non-conformité, ont commencé à circuler, alimentées par le vide soudain laissé par le soutien des Montaigne et des Beaumont. La réputation d'Antoine, déjà salie, a été réduite en poussière. Il était seul, face à l'étendue de ses propres erreurs. Dans la tourmente,
il a réalisé l'horreur de sa situation. Il n'avait pas seulement perdu une épouse, il avait perdu son avenir, son identité, tout ce qu'il avait construit sur des fondations de mépris et d'illusion. Si kive konge nay, xin jup toi bin la s un ben di, toi bit rngvn ko nhng ngibn ng kung toi trom suan train S indin ca kive languin ng vient helen nht toi côté h type phn kui kung ca kochuin. Dans un ultime acte de désespoir et d'orgueil blessé, Antoine a tenté de renverser la table. Représenté par un avocat à la réputation sulfureuse, Maître Jean-Luc, il a déposé une plainte. Le dossier portait le titre « Martin contre Beaumont, une tentative grotesque de se positionner en victime et de me traîner dans la boue ». Il demandait l'annulation de notre accord de divorce, alléguant que je l'avais frauduleusement trompé sur ma véritable identité. Il réclamait des millions d'euros en dommages et intérêts, prétendant que j'avais sciemment dissimulé mon statut pour l'abuser. C'était une farce, une tentative pathétique de s'accrocher à ce qui lui échappait irrémédiablement. La journée du procès a été un spectacle en soi. Je suis arrivé au tribunal vêtu d'un tailleur pantalon blanc immaculé, une armée de juristes de haut vol à mes côtés. Mon équipe, dirigée par la redoutable maître Duval, était préparée à toutes les éventualités. L'ambiance dans la salle d'audience était tendue, chaque regard fixé sur l'enjeu de cette confrontation. Antoine, l'air las, était assis face à moi, son regard évitant le mien, sa posture moins assurée que par le passé. Maître Duval a pris la parole, sa voix claire et percutante. Elle a présenté les faits avec une précision chirurgicale. Elle a souligné qu'Antoine avait été celui qui avait insisté pour un divorce rapide, refusant catégoriquement toute investigation financière approfondie. Mon client, Madame Sophie Beaumont de Valois, a toujours agi avec intégrité, a-t-elle déclaré. Les documents signés par Monsieur Martin attestent de sa volonté de se soustraire à toute vérification, pressé qu'il était de conclure cette séparation. Il a choisi de ne pas voir, et il ose aujourd'hui se plaindre de sa propre cécité volontaire. Puis, elle a brandi la pièce à conviction qui allait sceller le destin d'Antoine. Une série de relevés bancaires. Mais au-delà de sa négligence, il est important de noter que Madame Beaumont de Valois, bien loin d'avoir exploité Monsieur Martin, a en réalité soutenu indirectement son ascension. La surprise a parcouru la salle. Voici des preuves irréfutables que des fonds, provenant de la fiducie SMB, ont été versés à des entreprises partenaires et des fournisseurs de Monsieur Martin durant les premières années de son entreprise, lorsque celle-ci était encore fragile. Elle a fait circuler les documents. Madame Beaumont de Valois, en toute discrétion, veillait à la stabilité financière de notre famille, permettant à Monsieur Martin de bâtir sa soi-disant réussite sans jamais le lui révéler. C'était un coup de grâce. J'ai senti le poids des regards sur moi. Je me suis levé, mon cœur battant calmement. Je n'avais aucune colère, juste une profonde lassitude. Je n'ai jamais cherché à tromper Antoine, ai-je dit, ma voix portant loin dans la salle. J'ai cherché l'amour, un amour vrai, désintéressé, loin du poids de mon nom. J'ai espéré qu'Antoine verrait au-delà des apparences, au-delà de ce que je ne montrais pas. Ma déception n'est pas qu'il ait voulu se séparer, mais qu'il n'ait jamais vu la personne que j'étais vraiment. Qu'il n'ait jamais compris la valeur de ce que nous avions construit, au-delà de l'argent ou du statut social. Mes mots n'étaient pas un reproche, mais une constatation empreinte de tristesse. Le juge, un homme d'expérience au regard acéré, a rendu son verdict sans tarder. Il a rejeté l'affaire d'Antoine avec une fermeté sans appel. Il l'a condamné à payer la totalité des frais de justice. Puis, dans un silence lourd, il a ajouté un conseil cinglant. Monsieur Martin, je vous suggère de trouver un emploi plus réaliste. C'était la fin. En quittant le tribunal, Antoine s'est précipité vers moi, le visage ravagé, tentant une dernière supplication. Sophie, s'il te plaît, je t'en supplie. J'ai levé la main, l'arrêtant net. Tu es le passé, Antoine. Reste-y, j'ai tourné les talons, le laissant derrière moi, un chapitre définitivement clos. 5 années se sont écoulées depuis ce jour au tribunal, 5 années qui ont transformé ma vie de manière inimaginable.
La Sophie d'antan, celle qui se cachait derrière une identité modeste, était désormais une femme épanouie, libre et puissante. Je suis devenue la présidente de la Fondation Beaumont, une entité dédiée à l'éducation et à l'autonomisation des jeunes femmes, et la directrice générale de l'Envol du Phénix, une entreprise que j'ai bâtie sur les cendres de mes expériences passées. À mes côtés, il y avait Gabriel de Valois, mon époux, l'homme qui avait su voir au-delà des apparences, l'amour véritable que j'avais tant cherché. Notre vie était tissée de rire, de respect mutuel et d'une profonde connexion. Cette année-là, j'ai été honoré du prestigieux prix de l'Étoile d'Or lors d'un gala de bienfaisance qui se tenait dans le cadre somptueux de l'hôtel de Crillon à Paris. J'ai fait mon entrée dans la grande salle de bal, vêtu d'une robe de soirée d'une élégance intemporelle, ma démarche assurée, mon sourire sincère. Les applaudissements ont éclaté, une reconnaissance de mon travail et de mon parcours. Gabriel, d'une prestance impeccable, tenait ma main, nos regards échangés remplis d'un bonheur tranquille. Au milieu de cette célébration de ma nouvelle vie, un visage familier, marqué par le temps et les épreuves, a traversé mon champ de vision. C'était Antoine. Il était là, non pas en invité d'honneur, mais en tant que serveur, portant un plateau de flûte de champagne. Ses cheveux étaient plus fins, son costume, bien que repassé, semblait usé, et il y avait dans ses yeux une fatigue profonde, une humiliation silencieuse. L'homme qui se croyait au sommet du monde était réduit à servir ceux qu'il avait autrefois méprisés, y compris moi. Alors qu'il s'approchait de notre table VIP pour nous servir, le cœur de la scène s'est dessiné. Nos regards se sont croisés. Un éclair de reconnaissance, suivi d'une stupeur profonde, a traversé le sien. Ses mains ont tremblé, une goutte de champagne s'échappant de sa flûte. Isabella, assise à ma droite, aperçut la tension et a commencé à réagir, prête à intervenir avec sa fougue habituelle. Mais j'ai posé une main douce sur son bras, l'arrêtant. Ce n'était pas le moment pour la colère. Ce n'était pas mon combat. J'ai regardé Antoine, mon cœur empli non pas de rancœur, mais d'une étrange compassion. « Bonjour, Antoine », ai-je dit, ma voix calme et posée, sans aucune once de moquerie ou de triomphe. Il a ouvert la bouche, comme pour prononcer mon nom, mais aucun son ne s'en est échappé. Les mots semblaient s'être coincés dans sa gorge, étouffés par le poids de son passé et de son présent. Il y avait dans son regard une supplication muette, une douleur palpable. J'ai glissé ma main dans ma pochette, en ai sorti un chèque préparé à l'avance, et l'ai discrètement déposé dans la poche intérieure de son veston de serveur. Son contact m'a fait tressaillir. « Pour tes frais de scolarité, Antoine », ai-je murmuré, ma voix si basse que seuls nous deux pouvions l'entendre. « Apprends quelque chose de nouveau. » Le montant inscrit était de 50 000 €. Pas une aide, pas une aumône, mais un investissement dans une nouvelle chance, une leçon de vie offerte sans condition. Antoine a retiré sa main de sa poche, sentant le papier. Ses yeux se sont remplis de larmes, les gouttes salées se mêlant à la sueur de son front. Il n'a rien dit. Il n'a pas pu. Il a simplement tourné les talons, s'éloignant, le pas lourd, disparaissant dans la foule des serveurs. Je l'ai regardé partir, sentant une paix profonde m'envahir. La vengeance n'apportait rien. La vraie victoire était de vivre, de s'épanouir, de pardonner, et de laisser le passé derrière soi. Il avait enfin compris la leçon, la plus dure de sa vie. Je me suis penché en arrière, Gabriel posant doucement sa main sur la mienne. Le brouhaha du gala, les rires et la musique, semblaient lointains. Mon esprit était ailleurs, naviguant à travers les méandres du temps, revisitant le chemin parcouru. Je ne vivais plus dans l'ombre de mon passé, mais j'en avais appris les précieuses leçons. Le regard que je posais sur Antoine, quelques instants plus tôt, n'était plus teinté de la haine ou de la colère d'autrefois. Il n'y avait qu'une pointe de regret pour l'homme qu'il aurait pu être, et qu'il avait choisi de ne pas devenir. Antoine avait échoué, non pas par manque d'argent ou de pouvoir. Il avait échoué parce qu'il avait jugé les gens par leur apparence, par le rôle qu'ils jouaient, et par leur silence. Il m'avait sous-estimé, moi, la compagne qui avait jadis construit tant de choses à ses côtés, et ce fut le prix le plus élevé à payer. Il n'avait pas vu au-delà du voile,
et cela l'avait aveuglé, le conduisant à sa propre perte. Mais plus profondément encore, la trahison d'Antoine n'était pas le reflet de ma faiblesse. Elle émanait de ses propres insécurités cachées et d'un ego fragile. Il avait besoin de se sentir utile, d'être le héros de sa propre histoire, et il s'était effondré face à une femme autonome, silencieuse mais forte comme moi. Son arrogance n'était qu'un mur qu'il avait érigé, non pas pour se protéger, mais pour dissimuler sa peur de ne pas être à la hauteur, sa peur d'être éclipsé. Ma véritable victoire ne résidait pas dans le fait de me venger ou d'humilier Antoine. Elle résidait dans ma capacité à maintenir ma dignité, à partir sans explication, sans ressentiment, et à vivre en accord avec les valeurs auxquelles je croyais. C'était la liberté intérieure, celle de savoir qui je suis, sans avoir besoin de la reconnaissance ou de l'approbation de qui que ce soit. Cette liberté était bien plus précieuse que toutes les richesses du monde, bien plus satisfaisante que la plus douce des revanches. Parfois, pour vraiment trouver la lumière, nous devons oser marcher dans les ténèbres de la vérité. Car la victoire ne réside pas dans le fait de prouver que l'on a raison, mais dans le fait de vivre pleinement avec ce que l'on croit. Que pensez-vous, la clémence est-elle le sommet de la force, ou simplement une autre forme de faiblesse? L'histoire de Sophie, que je viens de vous raconter, s'achève ici. Que pensez-vous de la décision de Sophie? Auriez-vous agi différemment à sa place? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, je prends toujours le temps de vous lire, un par un. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de la partager avec quelqu'un qui, vous le croyez, sera également ému, et bien sûr, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations des mystères de l'âme humaine. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine histoire, et qui sait, la prochaine fois, ce sera peut-être vous qui serez l'architecte de votre propre liberté.